Nous sommes ici au camp de Sabra, un camp palestinien à Beyrouth. Et ce que nous avons vu est absolument atroce. Ça n'a rien à voir avec la guerre. Ce que vous allez voir est absolument épouvantable. Il n'y a aucune explication politique, il n'y a aucune explication humaine possible. Ce n'est que le fruit de la haine. Et on ne peut pas parler là-dessus. Et puis pourtant, il faut le dire, il faut le montrer. Beyrouth occupée par Israël. Bachir Gemayel assassiné. C'était l'année de tous les bouleversements. Il y a eu une volonté de nettoyer le Liban jusqu'au cœur de la capitale. היו להם אמירות בסגנון של להיכנס למחנות, נשטח אותם, נהפוך את סברה ושתילה למגרשי גולף. ما بعرف كيف انه بعد ما رشيته لهيت لهون وهوس. السياح العالم يرجع يهزم، يعني يكونوا قاتلينهم يعني. Oui, c'était Goya, c'était Dante, c'était l'horreur, l'horreur. Fin août, à Beyrouth-Est, la ville chrétienne est en fête. Le petit peuple célèbre avec les phalangistes l'élection à la présidence de Béchir Gemayel, comme une victoire totale après cette année de guerre. Ils ignorent que le 14 septembre, leur idole Cheikh Béchir tombera assassiné par une main inconnue. Je l'avais rencontré quelques jours après son élection et je dois dire, il m'avait donné l'impression de quelqu'un d'extrêmement impressionnant par sa détermination, son amour du Liban, mais par rapport à son frère Amin, par rapport à son père, c'était un combattant qui allait effectivement se révéler implacable. Bachir Gemayel s'est très vite imposé au début de la guerre comme le chef des milices chrétiennes. Il avait énormément de charisme, il était adulé par ses partisans. C'était un jeune homme pressé, ambitieux, mais qui ne reculait pas devant la violence. Je peux dire que c'est un pays qui sera absolument démocratique, tout d'abord. C'est un pays qui devra recouvrir toute sa souveraineté et toute son indépendance sur toute la superficie et sur tout le territoire libanais constitutionnellement reconnu et internationalement reconnu. Nous voulons notre souveraineté et que personne plus ne s'occupe de nos affaires intérieures. On est assez grand pour le faire tout seul. Vous pensez que les Syriens partiront? Tout le monde partira. J'ai surtout été proche de Bachir Gemayel et j'ai évolué petit à petit avec lui. Bachir était le candidat d'une option libanaise qui refusait la présence syrienne, la présence palestinienne et tout ce qui venait avec, si vous voulez, tout le mésé qui venait avec mes respects pour tout le monde. Un médecin qui symbolise la cacophonie libanaise et une situation des plus chaotiques, d'un pays jadis décrit comme un modèle de cohabitation entre une myriade de communautés religieuses. Désormais occupé au nord par la Syrie, au sud par Israël, le Liban est en proie à la guerre civile depuis avril 1975. Dans Beyrouth coupée en deux, les milices chrétiennes phalangistes, maronites, druzes, sunnites, chiites, pro-syriennes, palestiniennes, s'affrontent et embrasent la capitale. Dans ce contexte, l'élection de Bachir Gemayel incarne un espoir pour les uns, la crainte pour les autres. أنا اسمي ماهر السرور. أنا فلسطيني من منطقة الجيل الأعلى بشمال فلسطين وضيعة تسمى الناعمة قضاء صفد.
فوقت تهجروا 48 طبعا احنا خلقنا بلبنان يعني من 70 اجينا على مخيم شتيلة استقرينا فيه يعني. وقت قبل بوادر اغتيال بشير جميل كنا نشوف ناس وجوه رابعة والقريب ببين يعني من ضمن المنطقة بين انه هذا مش من المنطقة. فيش تحركات يعني مش مزبوطة ويوميا كان هجز العالم السهرات والقعدات كلام عم ينحكى على منه كلام عسكري ولا كلام شيء إرهابي كان. لوقت اغتالوا بشير جميل اغتيال بشير جميل هون بلش رعب عند كل العالم. المخيم بصبرا بشتيلة عند كل العالم بلش رعب هون. شو المصير؟ شو مصير العالم؟ انه شو المصير؟ مع انه معروف. C'est l'histoire d'une terre promise 2 fois qui remonte à 1948, date de la création de l'État d'Israël en Palestine. Chassés de leurs terres et éparpillés dans la région, les Palestiniens se sont alors réfugiés en masse au Liban. En 1964 naît l'OLP, l'Organisation de la Libération de la Palestine. Dès lors, les différends entre Palestiniens et Israéliens déstabiliseront toute la région. Entre le 21 et le 31 août, les Fedaïn, les combattants palestiniens de l'OLP, quittent Beyrouth après 7 années de guerre civile. Ce départ fait suite à un accord signé entre les différents belligérants du conflit, sous l'égide de l'émissaire américain Philippe Habib. L'accord Habib stipule que les combattants palestiniens doivent embarquer pour la Tunisie ou rejoindre par voie terrestre la Syrie, tandis que leurs familles et les civils palestiniens restent dans les camps de réfugiés où ils sont censés être sous la protection internationale. Mais la force multinationale, sous commandement américain, ne se donnera pas les moyens de faire appliquer tous les points d'un accord qu'Israël et ses alliés ne respecteront pas. Bonjour à tous. Voilà donc de quoi est faite d'abord l'actualité de ce jour, de ces 2 morts de gens illustres qui n'ont certes pas le même poids sur les balances de l'histoire, mais qui offrent l'une et l'autre matière à réflexion. Gemayel d'abord, il n'était guère besoin d'être expert en matière de politique libanaise pour prévoir que son élection il y a 3 semaines à la présidence de la République du Liban ne réglait pas tout. Après 8 ans de guerre civile dans un pays envahi, occupé au nord par l'armée syrienne, au sud par l'armée israélienne, seul un homme de compromis, d'équilibre entre les communautés pouvait tenter de réaliser l'impossible. Chef de clan, baroudeur et candidat à qui plus est des Israéliens, son élection ressemblait à une gageure. Tout observateur attentif du Proche-Orient le savait, même si on ne le disait pas trop, histoire de lui laisser une chance de laisser cet homme très jeune s'imprégner de ses fonctions nouvelles, de se dépouiller de sa défroque d'activiste partisan. On ne lui aura pas laissé ce temps-là. Le 14 septembre, c'était un peu le ciel qui nous tombait sur la tête. Hein. Un président élu, à peine élu, assassiné de cette façon. Le journal a réagi par une énorme manchette où on lisait. Le titre du journal, c'était « Comme un cèdre qu'on abat ». C'était un peu ça pour nous. Le 14 septembre, j'étais moi-même à mon bureau. Et puis... on me dit, il y a un grand problème, il y avait eu un attentat, tout le bâtiment où il avait ses bureaux s'est écroulé sur lui. C'était un grand drame. Ce boom, on l'a entendu dans toute la ville, l'explosion. Ouais. Il y a eu les heures et des heures où les rumeurs les plus folles ont circulé. Non, il n'est pas mort. Non, il est seulement blessé. Non, il n'est même pas... Il est intact. Jusqu'au moment où on l'a identifié sous les décombres. C'était un coup de massue. « 14 septembre, un membre des Morabitoun, donc c'est une milice, c'est la seule milice sunnite en fait, parce que le Liban se reposait beaucoup sur des milices, les chrétiens avaient leurs milices, que Béchir Gemayel avait réunifié par le sang avec les forces libanaises. Il y avait Amal qui avait sa milice, les chiites avaient leur milice Amal, les druzes avaient aussi leur milice.
Et les sunnites, par exemple, n'avaient pas, ils avaient les Morabitoun, qui regroupaient pas que des musulmans, il y avait aussi des chrétiens. Et c'est justement un chrétien qui faisait partie de ce parti national syrien qui prenait la Grande Syrie. Parce que Damas, bien entendu, vous voyez mal l'élection de Béchir Gemayel. Eux, ils savaient que Béchir Gemayel, ils le voyaient depuis 1981, était quand même l'homme des Israéliens. Donc il fallait à tout prix en finir avec Béchir Gemayel. Dans les 17 jours, ou plutôt la période qui a séparé le 23 août, le jour de son élection, au 14 septembre, le jour de son assassinat, il s'est présenté en président souhaitant réunir le plus grand nombre possible de Libanais pour édifier un État, pour la première fois, un État solide, impartial. Et ce discours a pu séduire une grande partie de la jeunesse libanaise. Et son assassinat a donc constitué un véritable choc et un tournant dans l'histoire libanaise. C'est une histoire banale de journaliste. Il y a un événement qui intervient, qui advient, et on fonce le plus vite possible avec les moyens mis à notre disposition, parce que parfois dans les zones de guerre, il n'y a plus d'avions, il n'y a plus de bateaux, il n'y a plus rien, donc il faut être plus malin que tout le monde et arriver sur les lieux. Donc là, ça a été l'attentat qui a provoqué la mort de Béchir Gemayel. Avec mon ami Marc Simon, photographe, on s'est précipité. On savait qu'on pouvait aller jusqu'à Chypre, mais après Chypre, il fallait trouver un bateau pour aller jusqu'à Beyrouth. Il faut savoir que les Israéliens avaient envahi le Liban, mais pas encore pénétré dans Beyrouth. Et on savait qu'on allait tomber dans une situation compliquée, quoi, entre les Israéliens, les phalangistes qui étaient foudrages, qu'on ait tué leur leader. En mer, on a eu une grosse désillusion. On a appris la mort de Grace Kelly dans sa voiture. Donc pour nous, c'était pas la meurtrissure de la disparition de Grace Kelly, mais c'était la concurrence médiatique. C'est-à-dire à partir du moment où Grace Kelly est morte, on sait que dans les journaux, il y aura assez peu de place pour nos petites histoires de politique internationale. Et bon, on s'est dit, ça change rien, on fait notre boulot, on y va, et puis c'est comme ça. Mais ça a été un petit coup au moral, quoi. On s'est dit, bon, on a une forte concurrence. Curieux destin que celui de Grace Kelly, actrice talentueuse, distinguée par un prince, qui lui offrit un jour sa main, sa couronne, et de partager son trône planté sur un caillou cossu dans un royaume d'opérette. Grace de Monaco est morte, elle aussi, des suites de ses blessures après un accident d'auto. Cela ne changera rien au destin de l'humanité. Juste un deuil ordinaire, la peine ordinaire d'une famille célèbre qui nous était familière par la grâce des gazettes. Le 15, le lendemain de l'assassinat de feu Cheikh Béchir, on ne savait pas encore qui c'était. Il fallait un peu prendre un peu de recul. Au moins, je parle comme service de renseignement. En 82, j'étais le second de ce service de sécurité et de renseignement. Même plus tard, lorsqu'on avait mis la main sur la personne qui avait commis le meurtre, etc., on avait gardé ces renseignements à huis clos, si vous voulez. Donc, au sein de notre service de renseignement, c'était déjà très cloisonné. Et même au niveau du commandement, c'était très cloisonné, et même au niveau de la famille Gemayel, c'était très cloisonné. Donc, rien ne me pousse à dire que au niveau du terrain, les gens et nos militaires savaient que ce n'étaient pas les Palestiniens. Mais pour tout le monde, c'était les Palestiniens, parce que les Palestiniens étaient les grands perdants de l'opération israélienne, et Béchir étant l'allié des Israéliens, c'était normal de penser que c'était les Palestiniens.
Depuis le 6 juin 1982, les Israéliens occupent le Sud-Liban. Aujourd'hui, suite à l'assassinat du président libanais Bachir Gemayel, les troupes israéliennes font route vers Beyrouth-Ouest afin d'occuper toute la capitale libanaise. Une décision qui revient au ministre de la Défense israélien, Ariel Sharon. C'était un forcing de la part de Sharon d'arriver jusqu'à Beyrouth, considérant qu'il avait les mains libres, qu'il avait les possibilités sans trop de dégâts d'arriver à Beyrouth. Il a continué la guerre jusqu'à Beyrouth. Cette invasion israélienne avait officiellement pour objectif d'éradiquer la présence du Fatah, le mouvement révolutionnaire palestinien qui était très présent au sud-Liban. Donc il y avait chez ce gouvernement de Menachem Begin et d'Ariel Sharon un état d'hubris, une arrogance, une violence assez démesurée et cette idée que l'on pouvait remodeler le réel par la violence, que l'on pouvait créer ex nihilo un Liban qui serait désormais un allié d'Israël et qui serait inféodé aux intérêts israéliens. Mais quand Bachir a été tué, les Israéliens, le 15, viennent nous dire que maintenant les choses ont changé. Et puis ils disent que, écoutez, on n'est pas sûr que le nouveau président aura la même politique que Cheikh Bachir et votre politique. Donc, il devient impérial et nécessaire d'envoyer vos soldats dans les camps pour faire la police. Les Israéliens insistent. Écoutez, c'est votre part de l'opération. Vous n'avez rien fait jusqu'à présent. Vous avez promis, etc., tout ça. Et c'est le moment de prouver que vous êtes nos alliés, etc., et d'y aller. OVK, qui était là-bas, promet, il leur dit, écoutez, je peux ramasser des soldats qui sont un peu partout dans les zones chrétiennes, qui n'appartiennent pas nécessairement aux unités des forces libanaises, aux baraques des forces libanaises, pour faire ce travail. פגישה חשובה עם הפלנגות התבצעה בלילה של 14 לחודש. הפלנגות ביקשו, היו להם אמירות בסגנון של להיכנס למחנות, נשטח אותם, נהפוך את סברה ושתילה למגרשי גולף. אלי חובקה היה שם, כמובן, הוא גם אחר כך ניהל את הלחימה שלהם בתוך מחנות הפליטים. ג'אג'ה וכפתרי לדעתי לא היו שם, אני לא זוכר שראיתי. Alors quand Bachir est décédé, l'armée israélienne et le Mossad ont profité de leur relation avec certains éléments des forces libanaises, pas avec les forces libanaises comme entité, avec certains éléments des forces libanaises qui étaient proches du Mossad, formés par le Mossad et qui avaient fait des entraînements en Israël. Ils les avaient embrigadés, comme quoi il faut se venger, il faut venger Béchir, ça c'est insupportable, etc. Vous savez comment monte toute une orchestration. Et ils ont amené quelques éléments de l'armée du Liban Sud sous leur obédience. Ils les ont amenés du Sud. Et c'était ces éléments des forces libanaises recrutés par le Mossad et les éléments de l'armée du Liban Sud qui ont accompagné l'armée israélienne et qui ont été impliqués dans les massacres de Sabra et Shatila. En plus, il y avait un certain nombre de slogans qui évidemment, les phalangistes colportaient, du style Ariel Sharon. Ariel, c'était un jeu de mots sur la lessive Ariel. Ariel va rendre le Liban plus blanc. Et on sentait que quelque chose était imminent. Jeudi 16 septembre, Israël a choisi une fois de plus la solitude, la force et le défi. L'armée israélienne monte vers Beyrouth. L'assassinat de Bachir Gemayel la laisse provisoirement maître du jeu au sud-Liban. Les militaires israéliens imposent le couvre-feu aux chrétiens et aux musulmans pour éviter l'enchaînement des représailles et de la violence.
Le fait de voir des tanks, de la fenêtre de mon bureau, de voir des tanks israéliens défiler sous ma fenêtre, c'est insensé. C'était la première fois qu'une capitale arabe était occupée par Israël. À part ça, il y a eu des moments, je n'ose dire, cocasses. Figurez-vous que deux personnes cognent à ma porte, à mon bureau. Oui, nous venons pour mettre une publicité dans le journal. Ah bon? Une publicité de quoi? De biscuits et de pâtes alimentaires israéliennes. Ils venaient ce matin-là, le matin de l'entrée des Israéliens, proposer, demander à passer un encart publicitaire dans le journal. Vous me voyez à Beyrouth, dans Beyrouth, indigné par l'entrée des Israéliens publiée. Évidemment, on leur a montré la porte. Cette entrée des troupes israéliennes à Beyrouth, ça a été un traumatisme pour tout le monde arabe. Et 1982, c'est l'année où il y a eu une volonté, effectivement, de nettoyer le Liban jusqu'au cœur de la capitale. Quand on est arrivé sur le port de Beyrouth, la situation était tellement mauvaise, c'est que les Israéliens avaient commencé à entrer dans la ville. Donc le sort de Bachir Gemayel qui était réglé et le sort de son frère qui allait devenir président, on s'en moquait un peu. Le problème, c'était l'entrée des Israéliens dans Beyrouth. Et là, on était dans une ville en guerre et c'était assez violent. Et comment faire quand on est au-delà des lignes militaires, quoi, pour aller au cœur? Parce que nous, notre objectif, c'était pas de rester derrière avec les soldats israéliens, ça n'a aucun intérêt, c'était d'être de l'autre côté. Et puis là, on a trouvé un taxi assez culotté, enfin un taxi, on se prend, enfin un type en voiture, qui nous a conduit jusqu'à une zone de frottement entre l'armée israélienne et puis la défense, qui était une défense de quartier, de milice, de gamins, c'était pas une armée constituée. Le gouvernement de Menahem Begin a décidé dans son implacable logique de terminer ce qu'il a commencé, l'expulsion de toute poche de résistance dans Beyrouth-Ouest. To control all Beirut. To take out the dirt from Beirut once and for all and to get back to our border and live peacefully and quiet. Sharon avait, dès le départ, envisagé l'arrivée à Beyrouth. Arriver à Beyrouth pour liquider totalement ce qui restait des contingents palestiniens sur place, qui étaient concentrés dans leur camp réfugié de Sabra et Shatila. Avant le début de l'invasion, il y avait des discussions très serrées avec Bachir, d'impliquer les forces libanaises avec l'armée israélienne, dans la guerre de l'armée israélienne, notamment pour s'acquitter de certaines tâches. Sharon tenait absolument à ce que les forces libanaises devraient s'occuper, se charger du nettoyage à Sabra et Shatila. C'était un objectif parmi les objectifs premiers de Sharon, d'éliminer ce groupe de résistance palestinien installé au Liban. كان يوم الخميس. كان يوم الخميس الصبح قطعت الناس من الخبز وكان في قصف ما بين المرابطون والتنظيمات ضمن عمق بيروت هن والإسرائيليين المقاومة اللبنانية يعني. كان في اشتباكات خفيفة لأنه كانوا عم بيتقدموا أكثر على بيروت. طبعا هون صرنا نعرف الجيش الإسرائيلي شو بيلبس، الجيش اللبناني شو بيلبس. شفنا ناس لبسهم يختلف وهي بعد الدنيا نهار ضوء. كاميونات وفيها مسلحين شكلهم مش شكل جيش لبناني بيختلف بس ما دققنا بالقصة نحن شو هني هول وكتار كانوا كتار بس حكي اللبناني عم بيحكوا بلش يتمهزوا علينا من بعيد انه عم بيزعبونا يعني ويا كلاب وجايينكو بالحكي هيك شو كيف قلنا هذا حقد عادي حتى لو جيش لبناني يمكن حاقد او شيء. Et Beyrouth était sous couvre-feu et couvre-feu israélien.
Et les Israéliens, ça rigole pas. Ils tirent d'abord, ils parlent ensuite. Quand on arrive à Basta, qui est le quartier sunnite de Beyrouth, il y avait des combats, notamment les Morabitoun faisaient un baroud d'honneur, continuaient leur dernier combat contre Israël, contre Tzahal. Et donc on est obligé d'arrêter à Basta, et on a passé la nuit chez l'habitant à Basta. Et c'est pendant cette nuit que j'ai vu ces fusées éclairantes. Donc la nuit, on passe la nuit à Basta, et c'est là qu'on voit les fusées éclairantes, sans trop savoir c'était sur les camps. كان هون الدنيا معتمة، كان في القنابل المضيئة شغالة، وكنا نسمع إطلاق نار بالزوايب، كنا نسمع إطلاق نار يعني ساعة خفيف ساعة، وكنا نسمع صوت السياح عالم. هون يمكن الأولاد عم تلعب ببيوتها. رجعت فأختي عم بتعيط لي، يعني أختي شايفة أكثر من أنا فتت وهي بقيت بقى على البوابة واقفة. عم بتقول لي يا ماهر تعال هون ميتين. فكانت عم بتخوفني انا. اجيت في شيء عم بلمع بالارض من المضيء، القنابل المضيئة، في شيء عم بلمع بالارض يعني. ففي واحد اسمه ابو رضا كان بين القتلة هون، عم بعيط لي عم بقول لي تعال يا ابني شيلني، تعال يا ابني شيلني. قدمت لعنده وصار وجهي بوجهه. العالم نايمة فوقه، على العتمة ما شايف انا مزبوط. شوف ضوء عيونه بس. قال لي اجوا قوسونا، وكان ايديه تحت جسمه مقادي، بس راسه اللي مبين من فوق. اجوا قوسونا بس شيلني، شيل عني هون. وزيته كنت اسمع يعني. اخذت اول زي وفت فيها، لفيت لفه على البيت. بجنب البيت بقفا البيت كمان ميتين ناس بجنبنا، قفا بيت شباكنا بالضبط. هون ما حاسين عليهم نهائي ونحن بقلب البيت. يعني بيبعد عنا شي 5 امتار مش اكثر. تعست على الجثث تبعهم وطلعت. هون ما شفتهم، ثاني يوم شفتهم على الصبح. قعدنا مرعوبين. هون بلشنا نعيش الحالة، عايش انه حالة الخوف. انا ما معي خبر شو عم بيحصل ومين قوصه ما بعرف، بس ابوي عارف القصة كلها، صار فاهمها انه في اعدامات، في يعني شيء شبه مجزرة يعني. كان عم بيروح وبيجي بالكردون البيت رايح جاي، والقنابل المضيئة جاي وعم بيدخن، مرعوب. وجه الصبح انا تعبت وبقيت قاعد محلي، بس ابوي ما نام. تيجي جارتنا اسمها ليلى بدها تطلع على سطح البيت وتطلع على بيتها اذا مخلوع ولا لا. طلعت لفوق شافوهم كانوا مغرقين هوني. قالوا انتوا اجيتوا ولا الهواء رماكم؟ فاتوا طوقوا البيت كيف لمح البصر. Jérusalem, vendredi 17 septembre, 9h du matin. La presse ignore encore que les massacres ont commencé dans les camps palestiniens de Beyrouth. Alors après l'assassinat de Bachir Gemayel, il y avait un danger imminent d'une anarchie totale. Nous étions forcés de prendre ces mesures, d'assurer pour l'instant la sécurité et l'ordre, et d'éviter le renouvellement de l'activité terroriste à Beyrouth. Le 17 au matin, on quitte Basta pour aller à notre hôtel. Et c'est là, à l'hôtel, en arrivant au Commodore, qu'il y a quelques rumeurs comme quoi il y a eu des exactions. J'ai jamais entendu le mot de massacre, des exactions dans les camps. Puis nous, avec Marc, on s'est dit, mais c'est bizarre, on entend encore des coups de feu au sud de Beyrouth, ça correspond aux zones des camps, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc on descend en taxi dans le sud de Beyrouth, à l'entrée du camp de Sabra Shatila. Et puis là, même chose, une ambiance très glauque. On s'est fait arrêter par des miliciens et qui étaient... Ça allait très mal pour eux. On sentait les types qui étaient à la limite de la folie. Je pense qu'ils étaient drogués. Là, il y avait une espèce de fureur décuplée parce que
Bachir Gemayel avait été tué, donc leur chef avait été tué, donc ils étaient encore plus furieux que d'ordinaire. La drogue joue aussi un rôle dans cette histoire parce qu'ils étaient tous ou beaucoup très drogués. C'est les milices de Eliou Beika. Même les forces libanaises les appelaient les Apaches. Enfin, les autres miliciens pour dire qu'ils étaient encore plus fous que... Enfin, parce qu'ils étaient sans foi ni loi. Les phalangistes, c'est des miliciens. Hein. Je veux dire que les phalangistes, bon, alors si on remonte à l'origine, c'est Pierre Gemayel, le vieux, qui est allé à Berlin en 1936 et qui a trouvé que ces jeunes gens en uniforme, qui obéissaient, qui chantaient des jolies chansons et qui levaient le bras et tout, c'était quand même bien, quoi. Donc il y a eu au Liban une formation, une idéologie, un recrutement sur cette base. Et puis les phalangistes, ils sont très vite devenus les supplétifs, et plus que les supplétifs, des combattants israéliens, puisque le chef d'état-major d'Israël a déclaré quiconque offense ou fait quoi que ce soit contre un phalangiste s'en prend à un soldat israélien, parce que les phalangistes sont nos soldats, et voilà, nous sommes les leurs, ils sont les nôtres. Donc il est très clair, les phalangistes allaient s'entraîner en Israël, ils étaient équipés par Israël. עכשיו, לגבי העניין של הקשר שלנו עם הפלנגות. הקשר הזה בעצם לא מתחיל ב-14 או ב-15 לספטמבר. הוא התחיל שנים ארוכות לפני כן, והפלנגות ליוו בעיקר אותנו ככוח ראשון שנכנס לביירות במלחמה, מיד אחרי השבוע הראשון שלה, לכל אורך הדרך. הגעתי לחפ"ק, ואז הסתבר לי שמי שמבצע את זה לא אנחנו, אלא הפלנגות, מה שבהחלט שחרר נשימת רווחה. Il n'a jamais été question de massacre ou de tuer. Il a toujours été question de s'assurer qu'il n'y avait plus d'éléments armés dans le camp. Et s'il y avait des éléments armés, il fallait ou bien les arrêter ou bien en finir, les tuer, quoi. Et aussi c'était ma partie à moi de collecter les renseignements qu'on pouvait trouver dans le camp. جحافل الفايتة ما عدا اللي نزلوا على السطح من فوق طوقونا كنا بقلب البيت. فهون صار تحقيق. شو بتشتغل؟ قال له بصلح تليفونات. وقال له انا بشتغل كنت مدرسة على الصالح بالاشرفية وهنيك وبالمصايف، يعني انه قال له شغال مدني يعني. فجاهم سماعة التليفون مصلح تليفونات ما اخذوه. شو معك مصاري؟ قال له والله معي هون. فوت لجوا الغرفة ساعة مفوتونا على الغرفة ساعة يطلعونا. قال لا. اجا واحد قال له لا، انه قتلهم برا. بهرب باتجاه الحمام، احنا غرفة النوم على المطبخ، من المطبخ على الحمام لجوا. هربت اتجاه الحمام وهنيك بقيت هنيك، بس مش ظنا مني رح انه ازمط، رح يلحقوني ويرجعوا يقتلوني يعني. بس يبدو ما وعيوا على الغضب تبعهم وشيء، ما انتبهوا. اغلب اخواتي كانوا على الزاوية متخبيين. هون ارتاع الخوف، بطل في عنا ملاذ نروح عليه. صرنا نسمع طول الليل، نسمع اصوات يا الله تركونا ما خصنا، يصير اطلاق نار ويرجع يهدى. السياح العالم يرجع يهدى، يعني يكونوا قاتلينهم يعني. فهون فتت على الحمام انا تخبيت فيه، بس شايف اخواتي كيف عم ينصابوا واحد واحد. لا اشط بالارض، بقيت اختي شاديه اجت ما بين امي وابوي، ما انتبهت انها هي مش شايفتنا، عم بتهز ابوي انه بتقول له بابا وشي. ابوي ميت خلص، اكلها بظهره منيح يعني طلقات، كان كل الطلقات يسلقاها بظهره اكثر شيء.
اجت باتجاه امي تهز فيها، خلاها ما وصلت بين اثنين، وانا شايف المشهد قدامي. اينا ساكتين، انا شايف خيالهم من الشمس. طلعنا هون، كانت هون المصيبه. هون شفنا بالظلم بقفل البيت سعيد العايدي اللي كنت انا داعس على جثثهم، وكذا جثه كانوا موجودين يعني، من بيناتهم هو وفي جارنا كان بجنبه، هاي كان يرعى معزه وشيء، كان طابب على وجهه. في كم جثه كانوا موجودين، بس اللي حفظت وجهه اللي كانوا موجودين هناك سعيد العايدي. طبعا ما دققت بوجوه كثير. طلع لوجو القوات اللبنانيه، الكتائب اللبنانيه، الاحرار. Ces massacres, enfin, ça a été conduit par les forces libanaises, notamment, enfin, dirigées par Eli Obeika, qui était le responsable des services de renseignement des forces libanaises, qui lui-même devait être animé, enfin, oui, d'un désir de vengeance. Disons, la mort de Béchir, ça a été l'étincelle, mais tout ça couvait. Il y aurait eu de toute façon des règlements de compte. Obeika, on l'appelait dès 76, je pense, HK, qui est un fusil militaire. Il avait un charisme extraordinaire, mais lui c'était plutôt le front, si vous voulez. C'était le militaire, c'était le contact avec le militaire, le politique, etc. Moi, c'était plutôt le renseignement. Et ceux qui sont rentrés ce jour-là, c'était des unités un peu rogue, si vous voulez. Le terme n'existe pas en français, j'imagine, mais on comprend un peu ce que le mot veut dire. Des éléments qui étaient un peu hors du système, qui vivaient hors du système, qui avaient rendu beaucoup de services pendant la guerre, etc. J'en connais quelques-uns qui étaient des héros même, etc. Mais voilà, donc eux étaient disponibles, ils ont été acheminés jusqu'à là-bas pour faire ce travail. אינני יודע אם אלי חובקה נתן הנחיה לנקות את המחנות. הדבר היחידי שאני יודע זה שהוא נתן את הפקודה, או יותר נכון, דיווח או מסר לאנשים שלו בשטח את המסר שאלוהים מרחם על מי שנמצא בידיהם, כשהפרשנות של העניין היא ברורה לכל. בעצם תקשורת הרדיו של הפלנגות בוצעה ברשת אחת, תדר 35-00, וזה תדר שאני הזנתי לו, וכמו שסיפרתי כבר, זה התדר שממנו קיבלתי באמצעות הנהג שלי, שהיה האיש הסיגינט, את אותו דיווח מפורסם על כך שהפלנגות בעצם מתירים את דמם של הנשים והילדים שהם לחדו בתוך המחנות. هذا شارع شارع الضحايا كان بتذكر كأنه هلا هون كان في مجموعة ضحايا أطفال ونساء في حوامل كانوا هون تحديدا هون كانت الضحايا. هون كان بيت أبو كارم، بيت جبل كمان كان أولاد ومرأة أطفال فكرنا عن البيت. من هون دخلوا أو لا من هون طلعوا، بعرف بس من هون حكى لي أبوي معور إيده وزلمة كبير ونحن أطفال يعني، طلعت جارتنا وأخوي نضال طلعوا على الصوت عند جيراننا، فكرنا حدا عم بسرق، قالوا بعدكم هون نزلوا، نحن كلنا على الصوت قمنا. أبوي وقفنا هون فتح لنا الباب على أساس إسرائيلي، فتغيرت اللهجة هون، الصوت حدا لبناني،
فتح لهم الباب، فاتوا لجوا لهم. فأنا خفت، كلنا قمنا، تخبيت أنا بأبوي هيك، قال لي يابا تخافيش بدي يسألونا كم سؤال ويروح. فحققوا مع أبوي أنت مع المقاتلين، قالوا لا والله أنا معور إيدي حتى ما فيني أكبس على زناد البارودي، ما فيني أوبس. صار يسب لي، قال خلص صفون على الحين، يطلعونا ويرجعوا يفوتونا. آخر شيء صفونا على الحين، قال له رشه، ما بعرف كيف، قال له بعدك ما رشيته لهيت لهون وهوس. كنت أنا حامل أختي شادية عمرها 1 سنة وشهرين، يا عالم 1 سنة وشهرين، ما كنت حاملة لا بارودي ولا حامل شيء. فكنا ما بدها تروح عند أمها، قصت من إيدي مشان ما تتوجع، نزلت مع أنا مشان ما تتوجع، فلتت من إيدي ما قدرت تبدأ، صرت أقول ماما ماما مرتين، 3 مرة هوسة مع السلطة. عملنا حالنا ميتين، خلص حسيت إنه هني راحوا. قمت خلص شو بدي يصير بعد؟ قمت صرت أشوف إخواتي، بحس على حركة، بعمل حالي ميتة. قال لي ما برخيت هذا أنا، وتبكي. لما نزلت أختي عن إيد وما قدرت أحميها، طب أنا طب أختي يا حبيبتي ما قادرة أحميها لهاي اللي بوجعني لحد هلا. طب كنت أحميها أموت أنا وياها، لسه ضل. Les Israéliens, ils ont laissé faire. Ils auraient pu très bien empêcher les miliciens de pénétrer dans le camp, de s'en approcher même. Ils étaient là, ils contrôlaient tout. Et je crois bien qu'ils se doutaient de ce qui allait se passer. Et même s'ils ne le savaient pas, quand ça a commencé, ils avaient les moyens d'arrêter tout ça, avant que le massacre atteigne des proportions gigantesques. זו הייתה אחת החוויות הכי קשות בחיים שלי. בעצם ההסכמה שלי לבוא לרעיון הזה, זה סוג של ניסיון להשתחרר ממנו. אני כתבתי עליו הרבה. העסיק אותי ברמה רגשית, מוסרית. Et donc, le lendemain matin, 18, on va dans les camps avec beaucoup de journalistes. C'est la colonne de journalistes qui va dans les camps. Et ben, évidemment, on a sauté dans des taxis et on est allé à Sabra et Shatila. Et là, effectivement, c'était absolument dantesque et incroyable. Enfin, on n'en croyait pas nos yeux. Et c'était hallucinant parce qu'il n'y avait personne. On rentre dans le camp. Je dis à Marc, hop, première ruelle, on prend une ruelle à droite. Et là, on est tombé sur l'enfer de Dante, l'apocalypse, la boucherie. C'est une suite d'horreurs, notamment cette famille avec cet enfant qui était contre sa sœur et sa mère n'avait pas pu rien faire. Le père, donc toute la famille qui est là, le père, le bébé. C'est un charnier, cette femme qui avait été violée. Il faisait chaud, là, avec les corps commençaient à gonfler. Moi, j'ai été guidé par un vieux Palestinien qui recherchait sa famille. Et je voulais absolument, presque comme un comptable, savoir mais un peu l'ampleur du massacre. On sentait qu'il n'avait rien laissé. Même les animaux domestiques avaient été mitraillés. Vraiment, il voulait laisser aucune vie, quoi. Et j'ai essayé, enfin, de compter. Bon, mais je me suis arrêté au bout de quelques centaines, quoi. Et c'est après j'ai continué donc dans le camp, et c'est là que je voyais des enfants, des femmes violées, des vieillards. C'était l'horreur. Et en fin de matinée, les premiers de bruit des femmes, des pleurs sont arrivés, quoi, qui pleuraient. À
chaque fois on poussait une porte, il y avait des gens massacrés dans les maisons, des gosses massacrés dans le berceau. Enfin, c'était quelque chose de... Oui, c'était Goya, c'était Dante, c'était... Et on a tout de suite, nous, entamé notre propre enquête. On a remarqué qu'il y avait sur les murs au pochoir des cèdres stylisés et avec des flèches et military police qui indiquaient un cheminement. Et ce cheminement, on l'a suivi à l'envers, il partait de l'Est, autrement dit de la zone phalangiste, passait derrière l'aéroport. Visiblement, il y avait des troupes qui avaient passé la nuit dans des hangars, mais des hangars, même pas des hangars d'avions, des hangars de marchandises, des choses comme ça, et qui étaient repartis de l'autre côté vers la mer pour entrer dans les camps, parce que les phalangistes n'étaient jamais venus à Beyrouth-Ouest, ils ignoraient même le chemin. Et en remontant, on arrive à cet terre-plein qui donne sur l'aéroport de Khaldi. Et en suivant les flèches, on arrive au PC israélien, qui est un immeuble de 6 étages avec une terrasse au 7e étage, qui était toujours gardé par un char israélien. Donc c'est ça notre enquête. L'autre élément, c'est qu'on a découvert dans l'ex-quartier général des Israéliens des plans détaillés de l'invasion du camp de Sabra Shatila, alors qu'il avait entendu que les Israéliens ne rentreraient jamais dans ce camp. Néanmoins, il y avait sur le mur, il y avait des dessins, des flèches avec les différentes unités militaires, etc. C'était clairement un plan de comment dirais-je, on va pas appeler ça une invasion, mais d'assaut. Voilà. Ça nous a là aussi suffoqué, quoi. Et après, la topographie, on est monté dans l'ancien immeuble de l'ONU, il faisait 6 ou 7 étages, et puis la terrasse, on voyait absolument la globalité des camps de Sabra Shatila. Autrement dit, les Israéliens ont vu ce qui se passait minute par minute. نزلنا شفنا الجثث لفوهم وعلى الصليب الأحمر كان موجود. بقيت أختي والمرأة ليلى اللي كانت موجودة. فهون عم فتش على أختي بفستان أحمر. كيف؟ وعلى الحجم لأن الوجه ما مبين، أو على وحدة إنه راسها إنه طاير نصه. صف جثث أطفال موجود. ما قدرت أحصي إنه أي وحدة بتكون بيناتهم. J'ai eu l'occasion de bavarder avec un des miliciens qui avait participé à la chose, qui avait tué, qui avait massacré. Il était drogué à mort au moment du crime. Il n'était sans doute pas le seul. Ça s'est vu dans toutes les milices, en tout cas. Mais il me l'a confessé. Mais c'est quand je me suis réveillé que ça a été très dur et très difficile. Très, très dur. Le réveil est très difficile. Heureusement qu'on se réveille, si vous voulez. Mais c'était la bataille des batailles. Même plus dur que toute la guerre. Je me demande qu'est-ce qui est plus difficile, avouer au bon Dieu ses fautes ou avouer à soi-même ses fautes. Et pire, avouer aux autres ses fautes. L'historiographie, en général, présente cela comme une conséquence de l'assassinat de Bachir Gemayel que des partisans particulièrement en colère voulaient venger sa mort. On a eu toute une littérature extrémiste en provenance de l'extrême droite libanaise et en provenance d'Israël qui présentait les Palestiniens
comme des parasites, qu'il fallait, l'expression d'ailleurs utilisée, c'était il fallait nettoyer ces camps. Ce sont des mots qui précèdent les tueries. Et là, vous avez entre 800 et 3000 victimes selon les sources. Donc on est dans un massacre à grande échelle. Lorsque le président du Conseil des ministres israélien, Menachem Begin, était critiqué par les médias internationaux sur ce qui s'est passé à Sabra et Shatila, il avait une formule terrible. Il a dit « Goyim killing Goyim and they blame the Jews ». Ce sont des goy qui tuent des goy, donc ce sont grosso modo des Arabes qui sont en train de tuer d'autres Arabes. Pourquoi vous nous blâmez à nous, Israéliens? J'ai beaucoup de regrets, pas seulement pour cette période, mais pour toute la période de la guerre. J'ai mélangé mon patriotisme libanais à mon identité de chrétien et à ma chrétienté aussi. شفت هو حكي أنا حكيته أعطيته أسماء عرفهم أعطيته أسماء هول الأشخاص عرفهم قال لي إيه بعرفهم. J'ai essayé pendant cette guerre, j'ai essayé de ne pas tuer de civils. Mais j'ai donné quand même l'ordre et j'ai tué moi-même. Et j'avais la conscience tranquille. فعاد هو أكد على كلامي أسعد. هون بس خلص إنه هذا قاتل ولكن اعتذر. يعني هول اللي إجا ركع على عندي بده يبوس لي إجا. إنه اعتذار كونه هو فايت بتوبة الموضوع. طب هذا بدك تحترمه. On n'a pas l'habitude, comme en Occident peut-être, de parler du passé, de l'avouer, d'avouer ses responsabilités, de demander pardon, de pardonner peut-être, de se réconcilier, de réparer et tout ça. Tout ce processus, on n'a pas l'habitude. فاجي ركع وعم بيعتذر. طب هذا بدك تحترمه. طب في ناس قتلت وبعض راسها للسما وما فرقان معها. Il n'y a pas d'avenir sans pardon. On ne sait pas pardonner. On préfère oublier. Ce qui ne résout jamais les choses.